Bonjour à tous et bienvenue dans les locaux de l'Ethics Village pour cette réunion de restitution de la stratégie et du plan d'action du PAPI 3 du SMAR, le plan d'action prévention inondation. On est très heureux de vous retrouver ici en digital pour l'actualité de ce projet. On s'était déjà rencontrés en février 2020, on avait pu aborder la partie concertation, la partie diagnostic. Et l'objectif est aujourd'hui de restituer le travail qui a été fait entre-temps grâce à votre diagnostic, à ce diagnostic, sur la partie stratégie et plan d'action. À mes côtés, Éric Ménassi, le président du SMAR, et Hélène Mathieu-Subias, la directrice technique du SMAR. Comme je vous le disais, cette rencontre va être l'occasion de travailler et de restituer la stratégie et le plan d'action de ce PAPI 3 du SMAR. Juste avant, on aura un petit temps introductif avec les élus et les porteurs du projet, dont certains sont à distance. Ensuite, on reviendra un petit peu sur le contexte de ce PAPI, qui le porte, sur quel territoire, comment on en est arrivé à ce diagnostic partagé qui a permis de construire cette stratégie et ce plan d'action. Et enfin, on prendra vos questions-réponses en direct pendant une vingtaine de minutes. Donc je le disais, on prendra vos questions-réponses. Vous avez un numéro qui va s'afficher au coin de votre écran. Vous pouvez envoyer vos SMS. On les reçoit en fait en direct sur le plateau et on les abordera tout à l'heure lors de notre temps de questions-réponses. Avant de passer à proprement parler au PAPI, on va se donner un petit temps d'introduction avec les élus présents. Donc, je suis aux côtés d'Éric Ménassi. Éric, en amont de la présentation de cette stratégie, qu'est-ce que tu peux nous dire du moment qu'on vit aujourd'hui et de ce PAPI 3 ? Bonjour Julie, d'abord, bonjour à tous. Écoutez, ce PAPI 3 est dans une phase conclusive. Il est avant tout le fruit d'un travail collaboratif qui dure maintenant depuis 18 mois. Et je voudrais très sincèrement vous remercier à tous d'avoir participé à cette construction. Vous savez, aujourd'hui, le PAPI, c'est, j'ai envie de vous dire, l'outil opérationnel qui va répondre à une problématique. Nous savons tous que notre territoire est extrêmement vulnérable et nous avons besoin, pour ce faire, de pouvoir travailler en commun et d'essayer d'apporter des réponses concrètes. Donc ce PAPI, c'est le vôtre, c'est le nôtre, nous l'avons construit ensemble et je suis fier aujourd'hui de vous présenter une première restitution qui correspond exactement à ce que nous souhaitons faire tous ensemble. Ce PAPI, c'est aussi un travail partenarial, notamment avec le département, la région ? Oui, bien sûr. En fait, ce PAPI a beaucoup de similitudes avec son papa, le SMAR. Nous sommes depuis 20 ans dans un espace collaboratif et le PAPI est le fruit de cette collaboration avec les institutions, bien sûr, avec les mairies, avec les territoires, mais aussi avec les particuliers qui ont pu faire remonter de leur côté leurs problématiques et surtout leurs interrogations. Donc, on aurait dû retrouver le département aujourd'hui, et notamment Madame Sandranier, la présidente du département. Oui, je tiens très sincèrement à excuser Hélène Sandranier qui, pour des raisons indépendantes de sa volonté, ne pourra pas être des nôtres ce soir. Je sais le département très attaché au SMAR et je sais Hélène Sandranier très attachée à ces questions climatiques. Donc, elle n'est pas là présente avec nous, mais je sais qu'elle est présente par la pensée. En plus du département, on devrait retrouver la région Occitanie et le représentant de la région Occitanie, Monsieur Coste, Monsieur Andrieux, peut-être êtes-vous à distance ? Alors je leur laisse quelques secondes, je sais que c'est toujours compliqué, on est à peu près 120 réunis autour de cette visioconférence. Donc je vous laisse 2 petites secondes pour vous mobiliser. Bonjour. 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 Je ne sais pas si vous m'entendez, je suis encore en voiture, je suis désolé, le son doit être extrêmement mauvais. C'est pas grave, on vous entend. Conseiller régional, c'est moi ce soir, je pense, qui représente mes collègues qui sont indisponibles et la présidente Carole Delga. Ravi de vous retrouver. Donc vraiment le département, la région Occitanie, 2 partenaires aussi auprès de l'État. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on rentre assez vite dans le vif du sujet et qu'on parle avec Hélène
On se retrouve dans 2 petites minutes pour parler vraiment du diagnostic du PAPI. Bonjour Hélène. Bonjour Julie, bonjour à tous. Je le rappelle, tu es la directrice technique donc du SMAR. Et on va maintenant, avant de présenter la stratégie et le plan d'action, faire un premier petit temps de rappel autour du contexte de ce PAPI. Qui le porte, comment il est porté, sur quel territoire. Est-ce que tu peux revenir du coup sur ce PAPI 3 et sur son portage ? Oui, donc le PAPI 3 est porté par le syndicat mixte des milieux aquatiques et des rivières, donc le SMAR, qui est le syndicat, l'établissement public sur l'ensemble du bassin versant Aude, Berre et Rieux. Et il est porté en collaboration avec les 7 syndicats de rivières qui sont adhérents au SMAR, qui sont vraiment les maîtres d'ouvrage opérationnels des actions sur le territoire des syndicats concernés. Donc le bassin versant de l'Aude, c'est un territoire de 6000 km². Il concerne à peu près 2300 km de cours d'eau. Il couvre 420 communes, 5 départements et 16 EPCI. Donc on le disait tout à l'heure, c'est le PAPI 3, donc ça veut dire que le SMAR n'en est pas à son coup d'essai. Absolument, donc on a déjà deux coups d'essai devant nous avec un premier PAPI qui a été élaboré en 2006-2014 et un second PAPI qui a pris le relais en 2015 et qui se termine fin décembre 2022. Donc c'est pour avoir une continuité d'action que l'on souhaite mettre en place ce PAPI 3 qui démarrerait du coup dès 2023. La caractéristique de ces PAPI, c'est tout le travail partenarial qui l'encadre, travail partenarial sur le territoire, tu vas nous le dire, avec les syndicats, le département. Oui, donc je le disais tout à l'heure, la force de notre organisation, c'est donc un syndicat qui concerne la totalité du bassin versant de l'Aude, qui met en musique un peu toute la politique dont on va parler dans les minutes à venir, et qui est menée de manière très opérationnelle et de manière très concertée avec les 7 syndicats de rivières adhérents, qui sont les maîtres d'ouvrage des actions sur le territoire, en lien étroit évidemment avec le département de l'Aude, qui est un de nos partenaires privilégiés. Donc le SMAR et ses syndicats de rivière, c'est un vrai tandem opérationnel. Oui, un vrai tandem opérationnel, c'est-à-dire que le SMAR pilote, élabore les programmes d'action que sont le PAPI et le contrat de bassin versant dont on va parler tout à l'heure, mais porte également toutes les études transversales sur l'ensemble du bassin versant de l'Aude, conseille les syndicats sur les opérations dont ils sont maîtres d'ouvrage, et c'est vraiment les syndicats de rivière adhérents qui font des actions opérationnelles comme la mise en œuvre des travaux ou l'entretien de la ripisylve par exemple. On le rappelle souvent pour expliquer un petit peu ces deux jambes, mais ce PAPI, il est vraiment intégré dans la politique GEMAPI du SMAR, donc la politique de gestion des milieux aquatiques et de la prévention inondation. Oui, donc le volet GEMA, gestion de l'eau et milieux aquatiques, fait partie intégrante de la politique que l'on souhaite mener sur les cours d'eau sur l'ensemble du bassin versant de l'Aude. Et c'est une des deux jambes de notre action territoriale. Et du coup, il est aussi dans le cadre, il y a 2 cadres contractuels, donc ça c'est sur la partie plutôt administrative, le contrat de bassin versant et le PAPI. C'est ça. Donc le contrat de bassin versant avec 4 axes stratégiques. Le premier axe qui concerne plutôt un volet de reconquête des espaces de bon fonctionnement, la reconquête de l'espace de mobilité des cours d'eau, qui conquiert aussi, outre la protection contre les inondations, également l'atteinte du bon état écologique des cours d'eau. Le volet qui concerne tout ce qui est l'entretien de la ripisylve, donc la végétation de bord de cours d'eau, qui est entretenue régulièrement par les syndicats de rivières adhérents au SMAR. Annuellement, ce sont de l'ordre de 150 à 200 km de cours d'eau qui sont entretenus. Et puis un troisième axe qui concerne le volet quantitatif et qualitatif de l'eau, par la résorption du déficit quantitatif de l'ordre de 37 millions de mètres cubes sur le territoire, et la prise en compte, la gestion, la renaturation des zones humides qui concourent également du bon état des cours d'eau.
Éric le rappelait tout à l'heure, ce PAPI, c'est un véritable travail collaboratif et c'est un travail qu'on a commencé à mener en 2019. On s'est déjà revu sur la partie diagnostic, on s'est revu en termes de concertation. Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu quelle était la place de la concertation, aussi bien avec les acteurs socio-économiques qu'avec le grand public dans la définition de ce PAPI ? Oui, on a voulu élaborer un PAPI de manière extrêmement concertée avec l'ensemble du territoire, tant avec les partenaires institutionnels que avec les habitants du territoire et les élus. Ça n'a pas été facile parce qu'on était dans une période sanitaire un petit peu compliquée, mais ça nous a permis d'être inventifs, innovants et de développer des outils de concertation. On a créé des sondages participatifs auprès des publics. On a envoyé des questionnaires en ligne. On a mis en place une plateforme collaborative. Et puis, il y a un an, tu le rappelais, Julie, le 2 février dernier, on a lancé la concertation sous le même format qu'aujourd'hui pour engager la discussion et permettre une participation la plus grande possible de tous les acteurs locaux. Allez, c'était pas prévu, mais juste quelques chiffres sur la concertation. Du coup, c'était quasi 300 idées qui ont été émises dans le cadre de ce diagnostic. Le sondage, il a concerné 500 personnes du grand public sur le territoire. Donc, on peut le dire, c'est toute cette concertation, en plus de la partie qui est technique, qui a permis d'élaborer ce diagnostic et ces grands éléments de diagnostic. Tout à fait. Et donc, du coup, un diagnostic qui nous fait état d'un territoire fortement soumis au risque d'inondation et la mise en place d'une politique adaptée sur le territoire, puisqu'on a élaboré ce diagnostic outre avec toute la concertation qui a été menée, mais également on s'est servi de tous les enseignements du PAPI 2 et également du PAPI 1 plus antérieurement. On a bien évidemment utilisé tous les retours d'expérience que l'on a pu avoir lors des crues passées, puisqu'on a eu 2 grosses crues pendant le déroulement du PAPI 2, donc en octobre 2018, tout le monde l'a en tête, hein. Et puis en 2020 également, où on a eu des crues majeures. Donc on s'est servi de ces retours d'expérience-là pour intégrer ces données dans le PAPI 3 que l'on présente aujourd'hui. On a évidemment utilisé toute la connaissance des aléas inondations que l'on avait et que l'on continuera à acquérir dans le PAPI 3. Et puis, on a également utilisé toutes les analyses environnementales que l'on a pu avoir pour intégrer ces données dans le PAPI 3. Donc, les enseignements du PAPI 2, la concertation, les études, la connaissance de l'aléa, ça a permis de faire un véritable bilan du diagnostic que tu vas nous détailler maintenant. Oui, donc je le disais, le territoire de l'Aude est un territoire fortement soumis au risque d'inondation, puisqu'on a 90% du territoire qui est soumis au risque. 90 000 résidents permanents qui sont exposés à ces risques d'inondation. Je dis les risques d'inondation parce qu'il n'y en a pas qu'un. Hein. Il y a évidemment le risque fluvial que l'on connaît bien puisque le SMAR travaille depuis 20 ans sur ce risque-là. Mais c'est vrai que depuis quelques années, on se rend compte que le changement climatique a aussi des effets extrêmement forts avec la survenance de risques que l'on peut qualifier de nouveaux, que sont le ruissellement et la submersion marine, où on a quand même une dizaine de communes du bassin versant qui sont soumises à ce risque. L'apport de ce diagnostic partagé, de ce diagnostic co-construit, c'est de permettre de mettre en place une politique adaptée. Tu vas nous expliquer un petit peu selon quel pilier ? Oui, elle est adaptée parce qu'elle est globale déjà, à travers la GEMAPI et ces 2 piliers que sont le PAPI qui travaille sur la prévention des inondations et le contrat de bassin versant qui travaille sur la gestion de l'eau et les milieux aquatiques, donc une politique globale, une politique GEMAPI. Elle est partagée par l'ensemble des acteurs du territoire et par l'ensemble des cofinanceurs qui nous accompagnent dans la mise en œuvre de ces actions sur le territoire. Elle est cohérente parce qu'elle se fait à l'échelle du bassin versant de l'Aude, de l'amont à l'aval. Il n'y a aucun territoire qui est oublié dans ce PAPI. Et puis elle est efficace puisque lors de la crue d'octobre 2018, on a pu mettre en évidence que 10 millions d'euros de dégâts avaient pu être évités par la mise en place de 3 ouvrages de protection sur le secteur inondé par les crues de 2018. Et tu le rappelais tout à l'heure, cette politique, elle prend en compte le changement climatique de façon filée. Oui, elle prend en compte le changement climatique, notamment à travers l'intégration de nouveaux risques, entre guillemets, que sont le ruissellement et la submersion marine, et le fait que le changement climatique va, dans les années à venir, rendre le risque plus fort encore que ce que l'on connaît aujourd'hui.
Donc on va le voir dans la seconde partie qu'on va voir dans quelques instants. Mais c'est vraiment ce diagnostic partagé qui a permis de construire la stratégie et le plan d'action qu'on va présenter dans quelques instants. Juste avant, je vous rappelle que vous pouvez toujours poser vos questions par SMS au numéro de téléphone qui apparaît dans le coin de votre écran. On prendra ces questions dans une troisième partie. Donc vraiment, n'hésitez pas, vous pouvez les envoyer à n'importe quel moment. Du coup, on va se lancer dans la seconde partie et on va rentrer dans le vif du sujet dans quelques instants avec l'évocation de cette stratégie. Éric Ménassi donc, nous a rejoint pour la présentation avec Hélène de ces premiers éléments de diagnostic. Donc là, on va vraiment évoquer, en plus des éléments techniques, ce qui a prévalu dans la mise en place de cette stratégie. Et ce qui a prévalu, ce sont 4 piliers. Oui, en effet, on a souhaité donner, vous vous en doutez, de la cohérence au travail qui a été mené au plus près du terrain. Le premier des piliers, c'est la poursuite du PAPI 2. C'était une évidence absolue de pouvoir continuer le travail qui avait été mené depuis de nombreuses années. Ensuite, la solidarité amont-aval. Qui est l'ADN du SMAR. Qui est l'ADN aussi du SMAR. Et ensuite, la proximité opérationnelle dans l'ensemble des travaux qui sont liés aux aléas. Et bien sûr, la gouvernance, je tiens à insister sur la gouvernance parce que le SMAR s'est construit sur cette gouvernance. 7 syndicats de bassin qui permettent, avec les syndicats de rivière, d'avoir une réponse opérationnelle. Les syndicats de rivière sont le bras armé de la politique GEMAPI sur notre département et le SMAR coordonne ces syndicats et c'est un plaisir de pouvoir travailler au quotidien avec ces hommes et ces femmes très investis, je le rappelle, sur des sujets aussi sensibles que la gestion des milieux aquatiques. Et pour terminer, vous dire bien sûr que le changement climatique a guidé notre action parce que nous savons les uns et les autres que ce changement a un impact quotidien sur nos territoires. Donc ces 4 piliers, on les a aussi mixés avec les 7 axes qu'on connaît tous un petit peu plus traditionnels du PAPI. Est-ce que tu peux nous expliquer comment on a mis en place des orientations stratégiques qui reprennent à la fois, Hélène, ces piliers et vraiment les 7 axes traditionnels du PAPI? Oui, pour être plus pédagogique, expliquer comment on a bâti cette stratégie. Donc, on a regroupé les 7 axes traditionnels du PAPI dans 4 orientations stratégiques qui ont toute leur cohérence l'une par rapport à l'autre. Le premier axe, c'est poursuivre le développement de la connaissance et la sensibilisation du public au risque. Le second axe, c'est organiser la gestion de crise pour apporter une réponse opérationnelle au moment de la survenance des inondations. Le troisième axe, c'est l'adaptation du territoire au risque, faire de notre territoire un territoire le plus résilient possible lorsque survient une inondation. Et puis évidemment, la protection et la réduction du risque par la mise en place de travaux majeurs et d'études qui permettent de mettre en place des travaux de protection. Donc ce PAPI 3, c'est 4 orientations stratégiques dans laquelle on va le voir tout de suite et Hélène va nous le présenter. Il y a à la fois des éléments qui sont de l'ordre de la continuité par rapport au PAPI 2. Il y a des éléments nouveaux. Et ce qu'on vous propose, c'est de regarder un petit peu en détail chaque orientation stratégique, ce qui est de l'ordre de la continuité, ce qui est de l'ordre de la nouveauté, et peut-être de temps en temps de s'arrêter sur un petit zoom. Et on va du coup commencer par la première orientation stratégique, qui est autour de la connaissance et de la sensibilisation au risque. Absolument. Donc, ce sont des actions qui ont déjà été déployées dans les précédents PAPI, qui ont été renforcées au PAPI 2 et que l'on va poursuivre au PAPI 3. Sur le premier axe, donc, qui est améliorer la connaissance pour mieux agir, on continue l'adaptation et la sensibilisation des publics pour renforcer la mémoire du risque et l'adaptation des bons comportements à tenir lorsqu'il y a une inondation, notamment par la poursuite de la pose des repères de crues et des laisses de mer et le développement d'outils de sensibilisation et de formation des élus. On intègre également la prise en compte de la conséquence du changement climatique par la complétude de ces aléas-là en matière de connaissances, parce que c'est vrai que dans les précédents PAPI, ce sont des risques qu'on avait moins appréhendés que le risque fluvial. On a démarré des études de connaissances sur la fin du PAPI 2, mais il faut vraiment qu'on renforce cet axe-là dans le PAPI 3.
Ce travail-là de développement de la connaissance, de sensibilisation, c'est un véritable travail partenarial. Je sais qu'il y a de nombreux acteurs du territoire qui œuvrent à vos côtés sur ces questions-là. Oui, absolument. On travaille en partenariat le plus étroit possible avec toutes les institutions du territoire qui œuvrent à nos côtés. Et notamment pour la sensibilisation du public, on travaille beaucoup avec les associations, étendards, Eau de Claire, etc. Donc c'est vraiment aussi dans notre ADN de travailler avec les partenaires du territoire. Et toute cette donnée, elle nécessite d'être compilée. Et c'est là la nouveauté un petit peu de ce PAPI 3. C'est cet observatoire des risques qui va être lancé. Absolument, on souhaite mettre en place un outil numérique partagé et accessible à tous sur le territoire. Donc c'est l'observatoire territorialisé des risques inondations qui intégrera évidemment le risque fluvial, le risque ruissellement et le risque submersion marine. C'est un portail internet qui sera accessible à tous, qui permettra de faciliter l'intégration de la politique GEMAPI globalement dans l'aménagement du territoire. Outil d'information, de sensibilisation. Il permettra aussi une complémentarité avec les observatoires existants, notamment l'observatoire de l'eau porté par le département de l'Aude. Donc c'est un petit peu l'encyclopédie du risque sur le bassin versant de l'Aude et accessible à tous, aussi bien grand public que partenaires. C'est ça. La seconde orientation, elle est beaucoup plus opérationnelle. Elle porte sur la gestion de crise et c'est organiser la gestion de crise. Oui, donc il faut absolument poursuivre la prise en compte de l'organisation de la gestion de crise pour être le plus efficace possible lorsque surviendra une inondation, parce qu'on aura des inondations bien évidemment sur le territoire de l'Aude. Donc on déploie des outils de gestion de crise et notamment on a mis en place dans le PAPI 2 un outil qui j'espère est aujourd'hui bien intégré sur le territoire, qui est l'outil Shiva, le suivi hydrologique de la vallée de l'Aude et des affluents, donc qui est un outil internet sur lequel on peut voir en temps réel la réponse de nos cours d'eau à un impluvium pluviométrique, qui permet de mieux anticiper le risque et d'avoir une vision globale du bassin versant pour prévenir l'aval lorsque l'on a des crues à l'amont. Ça facilite la gestion de crise. On continue bien évidemment le partenariat avec tous les acteurs de crise, notamment les communes, par la mise en place des plans communaux de sauvegarde 2.0, c'est-à-dire qu'on révise l'ensemble des plans communaux de sauvegarde qui avait déjà été élaboré au papier 1, mais qui nécessite une révision dans le cadre du papier actuel. Ça, c'est important parce que ça s'adresse directement aux élus, oui. Ces plans. Oui, complètement. Donc, c'est le SMAR se porte maître d'ouvrage d'un marché groupé, mais c'est bien les communes qui bénéficient directement de ces plans communaux de sauvegarde, ce qui permet de faciliter la gestion de crise, puisqu'ils sont menés en concertation étroite avec tous les acteurs de gestion de crise, notamment les pompiers et le département. Et la nouveauté de cette partie très opérationnelle, c'est le service d'appel local qui vient service d'alerte locale. Service d'alerte locale, excusez-moi. Oui, absolument. Donc le SDAL, c'est un service qui se voudra complémentaire à celui qui existe aujourd'hui et qui est mis en place par l'État, par le service de prévision des crues sur les 4 cours d'eau réglementaires du bassin versant, à savoir l'Aude, l'Orbieu, la Cesse et la Berne, sur lequel l'État, le SPC, fait de la prévision de crues. On va essayer de tendre vers la mise en place de ce service-là à la fin du PAPI, parce que ça demande pas mal de technicité. Donc c'est un outil qui se met en place de manière progressive et qui a pour ambition d'améliorer l'alerte sur les secteurs où l'on pourra le faire, parce que ça demande beaucoup de critères particuliers, qui permettra d'anticiper au mieux la survenance d'un événement et d'aider le territoire à mieux gérer une crise. On va parler du territoire, on va parler de l'amont de la crise, avec la troisième orientation qui est adapter le territoire vers plus de résilience. Donc là, on est vraiment davantage tourné vers de la prévention et davantage tourné sur la conception de la ville de demain. Oui, donc le troisième axe du PAPI, c'est bien d'adapter le territoire vers plus de résilience. C'est-à-dire qu'il faut depuis de nombreuses années, l'aménagement du territoire s'est fait en tournant le dos à la rivière. Tout l'enjeu de demain, c'est de développer le territoire en laissant la place à la rivière, parce que de toute façon, quand une rivière déborde, elle ravage tout sur son passage. Donc l'idée, c'est vraiment d'adapter le territoire en intégrant ce risque-là, en n'ayant plus peur de la rivière, mais en faisant en sorte que lorsqu'elle va déborder, il y ait le moins de dégâts possible, en travaillant donc en amont
avec les acteurs de l'aménagement du territoire, en les aidant à intégrer ce risque-là, en leur apportant la connaissance, et en travaillant également sur la résilience de réseaux, le réseau d'assainissement, le réseau d'eau potable, d'eau usée par exemple, pour justement faire de la ville une ville résiliente qui soit en capacité de mieux gérer le risque inondation. Opérationnellement, ça veut dire quoi cette ville résiliente en termes de partenariat, en termes d'études, en termes d'accompagnement ? Opérationnellement, ça veut dire que le SMAR est aux côtés des partenaires qui ont en charge l'aménagement du territoire, que sont les communes, les EPCI, pour leur diffuser toute la connaissance que l'on a du risque, des risques inondations, pour qu'ils l'intègrent le plus en amont possible dans leurs documents d'urbanisme et que le risque soit vraiment un élément majeur dans l'aménagement du territoire. Tu veux nous parler des eaux pluviales ? Oui. Il y a une opération aussi que l'on souhaite renforcer, qui a démarré au PAPI 2, mais qui nous semble essentielle. C'est l'intégration, la prise en compte du risque du ruissellement à travers des études pilotes qui sont menées en co-maîtrise d'ouvrage entre les syndicats de rivières et les structures en charge de la problématique eau pluviale. En fait, on fait des études sous co-maîtrise d'ouvrage qui gèrent à la fois le ruissellement périurbain qui relève de la GEMAPI et le ruissellement pluvial qui relève des communautés de communes. Donc c'est important cette articulation dans la gestion du risque inondation. C'est essentiel. La dernière orientation, elle est un petit peu plus en dur, c'est la partie travaux. Oui, c'est le cœur du réacteur. C'est la mise en place des ouvrages de protection contre le risque inondation, protection des enjeux bâtis contre le risque inondation, essentiellement les bassins de rétention et les digues de protection contre les crues. Le PAPI 3 verra la réalisation d'opérations majeures de protection. Je pense notamment à toutes les communes qui ont été largement endommagées lors de la crue de 2018, mais il y a évidemment d'autres communes qui sont concernées. Donc la mise en place des travaux qui ont bénéficié des études opérationnelles dans le cadre du PAPI 2. Et on continue également de réaliser d'autres études opérationnelles pour poursuivre dans les années à venir la mise en place de travaux de protection collective. Et lorsque on ne peut pas protéger de manière collective les enjeux habités, on a une opération qui s'appelle Ode à l'abri, qui consiste à réaliser des diagnostics de protection individuelle qui permettent à la fois aux particuliers, mais également aux entreprises et aux bâtiments publics de mettre en place des solutions plus individuelles lorsque la solution collective n'est pas adaptée. Ce qui est un peu singulier dans cette 4e orientation stratégique, c'est la temporalité, puisqu'on le sait, les travaux, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Non, alors ça, c'est vrai que c'est une problématique qui est assez prégnante sur le territoire. C'est que quand on veut mettre en place un bassin de rétention ou une digue de protection, il faut compter plusieurs années. On pense pas moins de 5 ans. Alors c'est difficile à entendre pour un élu, mais il faut compter 5 ans minimum pour mettre en place un tel projet. Parce que déjà, il faut trouver quelle est la solution la plus adaptée pour le secteur à protéger. C'est pas toujours évident. Déjà, il faut qu'il y ait une solution. On peut pas protéger tous les enjeux du bassin versant de l'Aude avec une digue ou un bassin de rétention, malheureusement. Alors, dès qu'on a une solution de protection, on est content de l'avoir, mais le travail n'est pas achevé. Il faut qu'on fasse toutes les études techniques qui sont assez pointues. Il faut faire de la topographie, il faut faire de la géotechnique, il faut faire des inventaires faune-flore qui durent minimum 1 an, puisqu'il nous faut la totalité de l'année pour avoir les inventaires exhaustifs. Il faut qu'on travaille aussi sur le volet foncier, puisqu'on ne peut pas faire d'ouvrage de protection sans avoir la maîtrise foncière d'un projet. C'est long, c'est très très long. On fait au plus vite. Mais voilà, on est soumis à des contraintes réglementaires aussi. Il faut évidemment avoir les autorisations réglementaires. Donc ça nécessite une enquête publique. Donc c'est long. La concertation. La concertation, toujours ce temps de travail. Donc temps de travail avec les associations, les fédérations, les parcs naturels. La chambre d'agriculture. La chambre d'agriculture. Quand on parle de ces travaux, on parle de travaux en dur, mais il y a aussi un nombre de solutions qui existent sur le territoire sur lequel vous travaillez, qui sont davantage fondées sur la nature. Oui, donc je le disais, on ne peut pas mettre une digue ou un bassin de rétention à l'amont de tous les villages de l'Aude, c'est pas possible. Par contre, ça ne veut pas dire qu'on fait rien, ça veut dire qu'il y a une autre technique qui consiste à restaurer ce qu'on appelle les champs d'expansion de crues. Ce sont des espaces que l'on permet de reconquérir par la rivière, qui permettent un étalement des eaux, un étalement des crues,
une diminution des vitesses. Ce sont également des pièges à embâcles et on a vu leur efficacité lors de la crue d'octobre 2018. Voilà, c'est une solution qu'il faut travailler sur l'ensemble du bassin versant. Un champ d'expansion de crue tout seul, il a très peu d'impact. Par contre, un champ d'expansion de crue sur plusieurs endroits d'un même bassin versant, c'est efficace. Et c'est beaucoup plus rapide à mettre en place qu'un ouvrage de protection. Et c'est très efficace également, ça permet d'éviter le surrisque ou la création de brèches ou d'incisions lorsqu'on a des merlons de bord de cours d'eau. Donc on l'a vu, 4 orientations stratégiques, je les rappelle, autour de la connaissance, autour de la gestion de crise, autour du territoire, de l'adaptation vers la résilience, des travaux. Ces 4 orientations stratégiques, elles sont très complémentaires et du coup, à partir de ces orientations stratégiques, il n'y a pas moins de 100 opérations qui vont se mettre en place sur le territoire du bassin versant de l'Aude. Oui, donc on a 100 opérations dont la moitié concerne l'axe 4 qui est l'axe travaux et études opérationnelles préalables aux travaux. Donc c'est vraiment le cœur du réacteur. On en a 30 qui concernent l'adaptation du territoire pour rendre le territoire plus résilient. Et puis 10 actions sur les 2 premiers axes qui sont le développement de la connaissance et l'organisation de la gestion de crise. Ce qu'on voit dans les chiffres, c'est vraiment que si les papis d'avant, c'était un peu plus des papis d'études, là on est vraiment dans le dur opérationnellement. Absolument, puisqu'on a quand même un papi qui fait 60 millions d'euros, avec 80% de ce montant-là qui est consacré à la réalisation des travaux et des études préalables aux travaux. Donc c'est vraiment le cœur du réacteur, la protection et la réduction du risque par la mise en place de travaux. Donc on le voit, cette enveloppe 60 millions d'euros pour l'intégralité du papi. Mais Président, cette enveloppe, elle vient être un petit peu rehaussée par le contrat de bassin versant. Oui, il est bon de préciser que la politique GEMAPI sur le département de l'Aude, c'est 80 millions d'euros. 60 millions d'euros pour le PAPI 3, ça a été précisé, et 20 millions d'euros pour le contrat de bassin versant. Ce sont 80 millions d'euros pour agir au plus près des territoires. Et je crois qu'il est bon de le rappeler au travers de cette diapo. 80% de cette somme est directement consacrée aux syndicats de rivière pour œuvrer au plus près des territoires. Et je crois qu'il faut, si vous le permettez, souligner cette organisation qui perdure depuis 20 ans maintenant et qui permet au SMAR de pouvoir collecter ces fonds et faire en sorte que la dimension opérationnelle sur le terrain puisse être mise en place par nos syndicats de rivière qui, je vous le rappelle, ont un rôle essentiel en tant que maître d'ouvrage. Donc quand on parle de cette proximité opérationnelle, on pense tout de suite à ces syndicats de rivière. Bien sûr, et je crois que les concitoyens du département de l'Aude et les maires, plus généralement, et je m'adresse à eux ce soir, savent que l'organisation portée par le SMAR et les syndicats de rivière sont une réponse opérationnelle à des problématiques qui malheureusement, et je crois qu'Hélène l'a dit avec justesse, vont s'amplifier dans les années qui viennent, dans des proportions de plus en plus fortes. Nous devons être à la fois en capacité d'apporter une réponse opérationnelle, d'apporter une pédagogie, mais aussi de rendre un territoire plus résilient. C'est un enjeu majeur pour les années qui viennent. Donc partenariat avec les syndicats de rivière sur l'action, mais partenariat aussi sur l'action avec les financeurs. Absolument. Donc on a 6 financeurs majeurs qui nous accompagnent dans la mise en place de toutes ces actions sur le territoire. Le premier, c'est l'Europe qui intervient à hauteur de l'ordre de 4% sur les 80 millions d'euros dont vient de parler Eric. On a l'agence de l'eau également qui intervient à hauteur de 11% essentiellement sur le contrat de bassin versant. L'agence de l'eau n'intervient pas sur le PAPI, mais elle intervient beaucoup sur le contrat de bassin versant. À l'inverse, l'État qui intervient lui essentiellement sur le PAPI vient financer 35% de ces 80 millions d'euros, donc c'est quand même très conséquent. Et puis la région et le département qui interviennent à hauteur de 13 et 14%, à la fois sur le contrat de bassin versant et le PAPI. Et ensuite, il reste 23% à la charge des maîtres d'ouvrage que sont les 7 syndicats de rivière et le SMAR. Hélène, c'est vrai qu'on vient de passer les 4 orientations stratégiques, le financement, exercice pas prévu, mais si on devait retenir que 2-3 choses de ce PAPI, qu'est-ce qu'il faut vraiment qu'on ait en tête? Et puis après, on passera au temps de questions-réponses. Je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions via le numéro qui est au coin de votre écran par SMS.
Le PAPI 3, c'est le PAPI aussi du changement climatique. Ça, c'est vraiment un élément majeur. Il faut qu'on monte en puissance sur cet élément-là parce qu'il va avoir de réels impacts sur le territoire dans les années à venir. Et puis, c'est un PAPI innovant avec deux outils innovants dont on a parlé, qui sont l'Observatoire territorial des risques, qui vont permettre une meilleure intégration du risque dans l'aménagement du territoire, et ça, c'est essentiel. Et le service départemental d'alerte qui va essayer de répondre aux besoins du territoire en matière de gestion de crise. Donc on essaye de faire évoluer les outils, de rester dans l'opérationnalité, d'être au plus près des territoires pour répondre aux attentes des élus et du territoire et améliorer la protection globale du bassin contre les risques d'inondation. Bon, parfait. On se donne quelques instants. On va juste changer un petit peu de décor. On a commencé à recevoir quelques questions via vos SMS. Vraiment, n'hésitez pas parce que ce temps, c'est vraiment un temps privilégié avec vous. Et si vous avez des questions, c'est vraiment le moment de les poser. On parlera un petit peu de l'après, mais il y a d'autres temps de concertation, et notamment en consultation, qui seront prévus dans le cadre de ce PAPI. On se laisse 2 petites secondes et on se rejoint de l'autre côté. Donc on vous rejoint en format questions-réponses. Hélène, alors je me penche vers ma tablette, mais on a déjà commencé à recevoir quelques questions. Et n'hésitez pas à continuer à en poser. Alors la question, tu as déjà partiellement répondu, mais est-ce que tu peux nous préciser un petit peu comment seront associés les acteurs locaux pendant tout le cadre de ce PAPI ? Alors déjà, les acteurs locaux, je l'ai dit tout à l'heure, ils ont été largement associés au cours de l'année passée par la mise en place de ces outils dont je parlais tout à l'heure. Malgré la période sanitaire très compliquée, on a essayé de mettre en place des outils qui ont permis une concertation à la fois du public, des partenaires et des élus que l'on pense relativement efficace. Mais évidemment, ça ne va pas s'arrêter là. Donc on met en place, on va mettre en place dans les jours qui viennent là, le site internet du SMAR dans lequel sera déposé le dossier du PAPI, avec possibilité de remonter les questions. Donc il y a encore une phase de concertation à venir. Ensuite, on va également déployer un outil qui va permettre de suivre opérationnellement chaque grosse action du PAPI par la mise en place d'une fiche navette sur les actions majeures du PAPI pour tenir informés au plus près les communes bénéficiaires de l'avancée des opérations. Ça, c'est de façon un petit peu annuelle. Il y aura ce reporting, ce retour vers le territoire. C'est ça. Okay. J'ai une autre question qui nous est arrivée de Monsieur Zoccarato. Apparemment, il a des grenouilles et des lézards qui retardent des travaux. Alors, des grenouilles et des lézards, ça c'est une vaste question. Effectivement, il faut que nous prenions en compte les enjeux environnementaux dans l'élaboration des projets. C'est une obligation réglementaire. Ça n'empêche pas les projets, ça les retarde certes un peu, je ne vais pas vous dire l'inverse, hein, mais c'est pas pour ça qu'on ne fera pas les projets. C'est-à-dire que dans une séquence de réalisation des travaux, on essaye d'éviter les enjeux environnementaux. Si on ne peut pas les éviter, on les réduit. Et si on ne peut pas les réduire, on les compense. Donc il faut mettre en place des mesures compensatoires à nos travaux. C'est un peu plus long, mais ce n'est pas complètement rédhibitoire et on arrive à mettre en place des travaux malgré les lézards ou les grenouilles. C'est ce qu'on évoquait aussi quand on parlait tout à l'heure de temporalité de ces fameux travaux, c'est l'aléa grenouille. Oui, les enjeux environnementaux, ils sont intégrés à travers les inventaires 4 saisons que l'on fait. Ça se fait pendant les phases de réalisation des dossiers avant-projet et dossiers pro. Je parle un peu technique, mais on a, dans la vie d'un projet, on a la définition du projet en lui-même. Ensuite, une fois qu'on a défini le projet en lui-même, il faut préciser le projet par une phase d'avant-projet et une phase de projet. Et c'est dans ce cadre-là que l'on réalise les inventaires et on adapte le projet au résultat des inventaires, justement pour la séquence éviter, réduire, compenser, et faire en sorte que le projet, même s'il détruit des habitats ou des espèces, puisse quand même se faire en respect aussi de la biodiversité, parce que ça fait partie aussi intégrante de notre territoire, la biodiversité. Hein. Donc, voilà.
Tout à l'heure, je reviens un petit peu sur ce qui s'est dit tout à l'heure sur la partie information, sur la partie reporting au territoire des grandes actions. Comment, on n'a pas parlé non plus des concertations qui vont être lancées dans le cadre de certains grands travaux. Alors, tous les travaux qui sont dans les axes 6 et 7 du PAPI qu'on a regroupés dans la 4e orientation stratégique, dans la 4e orientation, font l'objet de concertations particulières pour chaque projet. C'est-à-dire que chaque projet d'ampleur des travaux qui font partie du PAPI sont élaborés en concertation avec les communes et le territoire et font l'objet d'enquêtes publiques systématiques pour chaque projet. Donc le territoire est informé et concerté sur l'élaboration de chacun de ces projets-là. Alors, on a beaucoup moins de questions que lors de notre première édition. Donc j'imagine c'est qu'on a été très clair sur cette restitution. On va se retrouver du coup pour la partie et après. Qu'est-ce qui va se passer sur ce PAPI d'ici quelques petites secondes? Oui. Donc Hélène, tu as commencé à aborder tout à l'heure les prochaines échéances. Et quelles vont être les prochaines échéances, aussi bien en termes techniques qu'en termes de concertation? Alors, les prochaines échéances, l'objectif, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est d'avoir un PAPI qui soit labellisé par la commission mixte inondation dès le mois de décembre 2022 pour qu'on puisse mettre en opérationnalité, mettre les actions dès le premier semestre 2023. On essaye d'aller au plus vite pour répondre aux besoins du territoire et permettre le déploiement de travaux majeurs dans le PAPI. Donc en termes de concertation, je le disais tout à l'heure, on va mettre le dossier du PAPI sur le site internet du SMAR pour recueillir tous les avis des partenaires. On va avoir une phase de concertation pendant les 2 mois qui arrivent avec les partenaires et les élus. L'objectif, c'est de déposer le dossier du PAPI là, dans les semaines qui arrivent. Phase d'instruction par l'État. Passage en CMI au mois de décembre. Validation du PAPI dès le premier semestre 2023. Parfait. On a reçu une autre question que je vous lis de Monsieur Pénaud de Cournanel. Est-ce qu'on pourra avoir la plaquette papier ou en mail de ce projet? Oui. Tu le rappelais, le dossier complet sera mis à disposition en consultation sur le site internet du SMAR. Et du coup, je vous rappelle aussi qu'il y a la plateforme de concertation qu'on avait mis en place pendant toute la durée du projet qui reste active, sur laquelle vous pouvez toujours vous exprimer sur ce sujet et sur lequel on mettra dans les jours à venir la restitution et le replay de cette séquence. Du coup, toute l'information est sur cette plateforme, c'est collidet.com/papi3. On est bientôt à la fin de notre séquence, un petit peu actualité autour de ce PAPI 3. Je vous remercie du coup, et je pense que techniquement, on vous remercie tous de votre intégration dans ce PAPI 3. Je te laisse le mot de clôture, Eric. Oui, je voudrais bien sûr remercier toutes celles et ceux qui ont contribué à ce travail de restitution. Moi, je voudrais vous dire que aujourd'hui, les circonstances sanitaires nous ont demandé de travailler autrement. Nous avons essayé de nous réinventer au travers de ces émissions, au travers de cette proximité avec vous numérique. J'espère qu'elle vous a permis de mieux appréhender le travail qui a été réalisé. Ce travail, c'est le vôtre, c'est une concertation, c'est un travail de terrain. Je vous le redis, notre territoire est d'une extrême vulnérabilité. Ce PAPI nous oblige, ce PAPI nous ressemble et demain il nous permettra d'avoir un territoire plus résilient, non sans risque, c'est important de l'appréhender d'une manière très objective, mais avec cette capacité de pouvoir nous remettre les uns et les autres au travail et de nous dire que je suis persuadé que le meilleur reste à venir. C'était le mot de la fin. Merci à tous et à très bientôt pour la partie consultation de ce PAPI 3.